Aujourd'hui, de 17h à 19h, retrouvez les candidats des élections départementales dans un débat organisé par Prune 92 FM. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Prune 92 FM, il est 17h et nous sommes avec vous jusqu'à 19h pour le grand débat des élections départementales. Durant ces 2 heures de débat, vous aurez la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Prune Débat. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à nous transmettre vos questions. Ces 2 heures seront également l'opportunité d'en apprendre plus sur les programmes des différents partis politiques se présentant dans notre département. Autour du plateau cet après-midi, nous accueillons Aurélien Boulet de l'UDB, Union démocratique bretonne. Bonjour. Ainsi que Jean-Philippe Thoiry pour Démocratie 44. Bonjour. Lilian Goujon d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Robin Salcroix du PCF, Parti communiste français. Bonjour. Et Gauthier Boucher pour le FN. Bonjour. Messieurs, bonsoir. Et premier constat donc ce soir, les départementales sont les premières élections ayant vocation à assurer la parité hommes-femmes dans les assemblées. Pourtant, il semblerait que vos partis aient décidé d'envoyer seulement des hommes pour les représenter. Nullement. À Démocratie 44, Patricia, ma colistière, avait prévu de venir. Mais voilà, des obligations familiales de santé l'ont retenue. Mais c'était vraiment notre ambition d'origine. Et un regret donc ce soir pour elle. Pour le Parti communiste français, des jeunes femmes travaillaient aujourd'hui ou étaient en cours. Donc effectivement, pour des questions d'agenda, on s'est rendu disponible. Mais en tout cas, je tenais à préciser que la question de la parité pouvait être aussi développée grâce à la proportionnelle pour ce scrutin, ce qui aurait permis également à des femmes d'être représentées au sein de l'Assemblée départementale. Une réaction de la part des autres candidats là-dessus ? Écoutez, nous concernant à nous à l'UDB, ma colistière, Sonia Méziane, n'a pas pu venir pour des questions d'agenda, même si elle aurait voulu venir. C'est une question qu'on porte au cœur aussi, nous, de nos combats, la question de l'égalité femmes-hommes, surtout Sonia Méziane qui travaille sur ces dossiers-là au sein de la mairie de Nantes. Donc voilà, c'est un hasard si c'est moi. Je suis bien content d'être là. Gauthier Boucher, un mot là-dessus ? Oui, nous concernant, c'est aussi plutôt un hasard, même si ma colistière est très occupée cet après-midi à faire quelque chose qui est un peu surprenant, qui est recoller nos affiches sur les panneaux officiels, parce que nos affiches sont parmi les plus dégradées. Ceci étant, on a peut-être un message fort différent des autres partis, c'est que nous sommes l'un des seuls grands partis français à être représenté par une femme qui s'appelle Marine Le Pen, et c'est une plus-value nationale finalement. Jusqu'à 19h, retrouvez le débat des élections départementales en direct sur le 92 FM et le www.prune.net. De retour sur Prune, www.prune.net et également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Prune Débat. Et c'est Baptiste Boumard qui vient de nous rejoindre dans les studios pour nous faire un point sur les enjeux des élections départementales. Salut Louis plutôt. J-2 avant le premier tour des élections départementales, des élections très particulières car profondément remaniées par la turbulente réforme territoriale. Souvenez-vous, le candidat Hollande en 2012 supprimait le projet de conseiller territorial impulsé sous Sarkozy et qui prévoyait de réunir sous le même mandat conseiller général et régional. Il n'en sera donc rien. En 2013, ce décret est abrogé et les élections cantonales deviennent départementales. Alors, mis à part le nom, quels sont les changements ? Eh bien, tout d'abord, pour réduire les écarts démographiques qui s'étaient creusés entre circonscriptions, on a procédé à un redécoupage territorial. On a réduit le nombre de cantons. Par exemple, on comptait jusqu'ici 59 cantons en Loire-Atlantique contre 31 seulement après le scrutin de dimanche prochain. La nouveauté la plus visible pour les lecteurs, c'est assurément le scrutin binominal paritaire. Traduction, nous n'élirons plus un, mais 2 conseillers départementaux, un homme et une femme. Grande nouveauté républicaine qui vise à rétablir la parité au sein de nos très mâles assemblées. Cependant, les prévisions quant à la réussite de ces nouvelles élections n'ont sans doute jamais été aussi pessimistes. Crainte d'une abstention record parmi les inscrits, angoisse totale du bipartisme devant la montée du FN, des enjeux locaux complètement dissimulés par la nationalisation du scrutin. Difficile donc pour l'électorat de garder la tête froide dans ce contexte très anxiogène qui nous fait oublier le rôle de nos conseillers départementaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, une précision devra s'imposer. Personne ne peut dire actuellement quel sera précisément le rôle de ces conseillers départementaux. Le département avait
historiquement en charge les collèges, l'action sociale sur des questions d'insertion et de handicap, la culture, les transports. Le problème, c'est que la réforme territoriale est passée par là et qu'elle a redéfini le rapport de force entre la région et le département, souvent en transférant aux régions d'anciennes compétences départementales telles que l'enseignement, la voirie, la culture, bref. Le département existe toujours, mais on ne sait plus très bien pourquoi, on ne connaît plus réellement ses compétences et l'électeur n'a aucune espèce d'idée sur le rôle futur de ses représentants, puisque actuellement le texte sur les compétences des collectivités territoriales, baptisé Nouvelle Organisation Territoriale de la République, est actuellement donc en cours d'élaboration. Nos invités ce soir n'ont pas le beau rôle, car ils devront nous expliquer la raison de leur candidature, ils devront nous convaincre que leur motivation n'est pas un effet d'aubaine, car c'est un fait, les assemblées départementales se renouvellent de manière inédite dans leur intégralité, et ça fait bien entendu de la place pour les nouveaux candidats. Nous apporter également des éléments de réponse sur leur futur rôle aujourd'hui, encore très incertain donc, et puis éviter la querelle partisane. L'électeur indécis a besoin de propositions, de réponses précises. La montée du Front National ne l'intéresse plus car manifestement il vote Front National. Il s'agit donc de convaincre par le programme. Et enfin, renouer avec le dialogue car l'abstention s'annonce très élevée dimanche et a entre autres pour cause le fossé qui se creuse entre l'électeur et l'élu. Le piège des élections de dimanche serait encore cet après-midi d'oublier ceux de nos auditeurs pour qui les cantonales sont loin, loin, loin. Bon courage à tous. Merci Baptiste Boumard pour ce point sur les élections départementales. Et on va ouvrir notre débat avec un premier sujet, une première thématique qui est l'éducation. Oui. Clarisse, Oui. qui se perd dans ses feuilles. Je me perds dans mes feuilles, désolée. Donc oui, c'est la première partie de notre débat spécial des élections départementales, la question de l'enseignement public, puisque le conseil départemental est en charge des collèges. Alors, notre première question, c'est quelles sont vos priorités en matière d'éducation ? Aurélien Boulet pour l'Union démocratique bretonne. Bah écoutez, c'est un peu particulier concernant cette question de l'éducation, parce qu'en effet, le département a en charge les collèges, mais c'est assez limité. C'est surtout la gestion des bâtiments. Faut savoir que dans le cadre de ces élections, entre 70 et 80% du budget est fléché. Donc là aussi, ça pose la question quel est le rôle réel des futurs conseillers départementaux dans le cadre de cette future assemblée. Nous, en ce qui nous concerne, concernant les questions d'éducation, on met en avant au sein de l'UDB la question de la diversité à tous les niveaux. Et aussi la question de la diversité au cœur de l'enseignement. Pour nous, la question du bilinguisme, du multilinguisme et de l'enseignement des langues régionales ou étrangères est extrêmement important, évidemment. Voilà, ça, c'est entre autres un des points principaux de notre projet sur la question du projet éducatif. Jean-Philippe Thoiry, l'avis de Démocratie 44 ? L'avis de Démocratie 44 en la matière ne se limite pas à l'enseignement public. Il ne faut pas oublier que sur notre territoire de Loire-Atlantique, l'enseignement catholique scolarise 40% des jeunes de notre département. Donc la problématique immobilière est réelle, nécessite un maillage précis du territoire, surtout dans les nouveaux flux de population. Et concernant le réseau de l'enseignement catholique, bien évidemment, ce n'est pas de subventionner l'immobilier, mais c'est de les accompagner dans un sujet qui nous tient aussi à cœur, l'adaptabilité. On va rester dans le domaine public avec les collèges publics. Est-ce que vous avez des propositions à faire part à nos auditeurs concernant l'enseignement public ? Concernant l'enseignement public, la priorité, c'est toute la loi sur l'adaptabilité pour l'inclusion des jeunes handicapés. C'est ça vraiment notre priorité, de donner les moyens au collège et d'un maillage du territoire et de l'accueil de tous. Lilian Goujon pour Europe Écologie Les Verts. Oui, alors d'abord, concernant la position d'Europe Écologie Les Verts par rapport à ça, je souhaite rappeler d'abord que le droit à l'éducation pour tous est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, quelles que soient les origines et même pour les personnes en situation de handicap. Et donc, pour ça, on pense qu'il est nécessaire que les locaux de nos collèges puissent donc accueillir n'importe quel élève, quelle que soit sa situation, et aussi quelle que soit donc son origine. Donc réouvrir des nouveaux collèges dans les quartiers, notamment, et puis rénover nos locaux pour pouvoir accueillir des méthodes de pédagogie innovantes pour les élèves qui ne se reconnaissent plus dans le système traditionnel. Robin Salcroix pour le Parti communiste français.
Oui, on peut pas parler de l'éducation, de la formation sans revenir sur la question du redécoupage des cantons et cette réforme territoriale autoritaire qui a été développée par le gouvernement socialiste dans la droite ligne de ce qu'avait pu faire Sarkozy précédemment. Aujourd'hui, on assiste à des redécoupages qui développent des cantons totalement incohérents, des cantons qui vont par exemple de Pornic jusqu'à la montagne et là-dessus, avec la conséquence très claire d'électeurs qui vont être totalement perdus et qui ne comprennent pas les enjeux de ces élections et qui changent de bureau de vote et qui ne voient pas la cohérence de cette réforme territoriale autoritaire. Et c'est pour ça que le Parti communiste s'oppose à cette réforme territoriale et réclame sur ces questions-là, sur ces enjeux-là, la consultation de nos concitoyens. On ne peut pas changer de République sans consulter les Français et je voulais revenir sur ces éléments-là avant de venir sur la question de l'éducation. Et pour développer un vrai service public de l'éducation, notamment dans le département, il faut de véritables moyens. Et là-dessus, l'État a des responsabilités. Aujourd'hui, on assiste à une vraie politique d'austérité. C'est près de 28 milliards d'euros qui ont été enlevés et qui vont être enlevés aux collectivités sur la période 2014-2017. C'est un véritable hold-up des collectivités. Et donc derrière, comment font les départements pour développer des politiques de services publics à la hauteur des besoins? C'est un véritable étau qui se referme sur les collectivités, sur les élus, avec une augmentation de la précarité, des besoins, en même temps qu'une baisse des recettes contraintes par l'État. Donc c'est pour ça qu'au Parti communiste, avec nos alliés du Front de gauche, nous développons justement clairement un affrontement et nous voulons aller à la bataille contre le gouvernement sur cette question-là. Pour en revenir plus au sujet de l'éducation et de la formation, je pense qu'il faut poursuivre l'effort de construction de collèges publics pour un véritable maillage territorial, notamment en zone rurale, pour permettre à toutes les familles d'avoir le choix d'emmener leurs enfants au collège public, et cela dans la qualité et la proximité. Et il y a la question également, pour l'éducation, du transport scolaire. C'est 47 000 élèves qui aujourd'hui prennent les transports pour se rendre au collège. Donc comment on permet notamment aux familles populaires d'emmener leurs enfants grâce au transport scolaire public? Pour cela, le Parti communiste propose la gratuité des transports publics au collège, mais évidemment cela demande des moyens. C'est pour ça que je voulais pas déconnecter cette question et cette problématique de la bataille contre la réforme territoriale. Gauthier Boucher pour le Front National, votre avis sur la question de l'éducation? Concernant la question de l'éducation et des collèges en particulier, bien sûr nous maintiendrons la politique, même si c'est celle du Conseil général socialiste, nous ne la contestons pas, qui est grosso modo de construire un collège par an. On voit qu'il y a une petite guerre de chiffres d'ailleurs entre l'ancienne majorité UMP et la nouvelle majorité socialiste, les uns contestant la politique des autres, ça ce n'est pas notre affaire. Nous disons qu'il faut des collèges partout naturellement, parce que le département c'est aussi une instance de solidarité territoriale au service finalement d'une égalité des territoires et pas de leur mise en concurrence. Donc l'installation de collèges partout sur le territoire, y compris en zone rurale, participe à ce bon aménagement du territoire que nous appelons de nos vœux. Concernant un autre aspect qui est souvent jugé comme démagogique dans la bouche du Front National, mais qui est finalement important pour nous, l'aspect de la vidéoprotection. Nous demandons à ce qu'il y ait dans certains collèges de zones sensibles, collège de ZEP par exemple, nous avons une candidate qui enseigne en ZEP à Saint-Nazaire, qui sait ce que sont les difficultés des ZEP et qui aimerait bien, comme beaucoup d'autres candidats enseignants du FN, parce qu'il y a des candidats enseignants du FN, je crois 8 candidats dans le département, qui aimeraient bien qu'il y ait, non pas de la vidéosurveillance, il ne s'agit pas de fliquer, mais simplement de sanctuariser les espaces éducatifs en général, les collèges comme les autres écoles, de toute violence. Donc cette vidéoprotection nous apparaît comme important. Et puis sur un plan peut-être plus national sur lequel nous n'avons pas directement prise, nous sommes assez étonnés de voir cette inclination actuelle du gouvernement à mettre toujours plus de numérique, toujours plus de... Je sais pas comment il faudrait le qualifier. Est-ce qu'on parle d'outils ludo-éducatifs? Je ne sais pas, mais pour nous, ça n'est pas la bonne solution. Et nous pensons que ces outils, cette intrusion de trop de numérique finalement contre les apprentissages traditionnels, savoir écrire, savoir compter, nous estimons que c'est une chose négative, qui est plutôt source de décrochage scolaire, plutôt source d'inattention que d'autres choses. Mais concrètement, ce que le Front National va apporter pour l'éducation, s'il est élu, s'il a une majorité au conseil départemental, qu'est-ce que le Front National va apporter? Déjà, c'est 3 choses, même si je ne vous apprendrai pas que hélas, pour nous, le conseil départemental de Loire-Atlantique ne sera pas bleu marine au soir du 29 mars, même si nous pouvons avoir des élus. Donc finalement, nous n'aurons qu'un pouvoir d'opposition mineur, mais nous proposerons au moins des vœux qui vont dans ce sens, des vœux qui vont aussi dans le sens
que le département, enfin, c'est anormal qu'en France le département gère les collèges et la région les lycées, par exemple. Il y a un problème d'harmonisation qui ne se fait pas et qui devrait se faire dans le sens une instance gérant tous les types d'établissements. Mais alors on a abordé les grandes lignes de chacun de vos programmes. Maintenant on va aller un petit peu plus dans le fond. Quelles sont les actions concrètes, les réformes concrètes qu'on peut entreprendre, qu'on peut mettre en place au sein d'un conseil départemental? On va faire l'inverse du tour qu'on vient de faire. Donc je vais vous redonner la parole, Gauthier Boucher, puis après on fera un tour de table. Alors rappelez-moi votre question. Parce que... Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place demain dans le conseil départemental? Sur le plan d'éducation ? Sur le plan d'éducation et pour ce que vous avez cité, les réformes que vous voulez mettre en place. Au risque de me répéter sensiblement ce que je viens de dire. Oui, mais comment on met ça en place? Parce que c'est facile à dire, mais à faire, c'est là un peu moins. Techniquement, on ne le peut pas si on n'a pas l'exécutif qui va avec. Et c'est pour ça que nous faisons peut-être de la politique différemment des autres partis. Nous ne croyons pas que nous n'avons pas la naïveté de croire que tout puisse se décider finalement à l'échelon local. Nous préparons le terrain dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux pour qu'il y ait une autre politique sur le terrain de l'éducation, sur le terrain de l'enseignement supérieur ou également ou d'autres thématiques en 2017. Mais néanmoins 2017 c'est quand même dans 2 ans. Aujourd'hui c'est les élections départementales. Oui. Donc les conseils départementaux ont quand même des compétences certaines, notamment sur les collèges publics, puisqu'ils ont des compétences en matière de structure, de financement, etc. Oui. Moi c'est surtout ma question, elle est là-dessus, c'est qu'est-ce que vous ferez demain au conseil départemental pour améliorer l'éducation des collèges publics dans le département de Loire-Atlantique? Sachant que ça n'est pas 2, 4 ou 6 opposants FN au conseil général de Loire-Atlantique qui pourront changer les choses. Par contre, ils pourront s'opposer de toute leur force à ces politiques finalement assez convergentes de l'UMP et du PS qui visent à toujours plus détruire notre éducation, qui est quand même quelque chose qui est observé de tous les pays du monde, parce que notre modèle social, notre modèle éducatif, ce sont des fleurons français. Et nous pourrons, à tout le moins, nous opposer à défaut de pouvoir réellement changer les choses, même si nous aimerions le faire. Je vais vous donner la parole, Robin Salcroix du Parti communiste français, mais juste avant, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Prune Débat. Robin Salcroix pour le PCF. Oui, on voit les limites du programme du Front National quand il s'agit d'enjeux locaux. Au-delà de la vidéo surveillance et pas protection dans les collèges, on voit pas trop d'exemples très concrets. Et donc, sur la question des propositions concrètes, nous en avons avec un exemple très simple, la question par exemple de l'équipement informatique, parce qu'on sait que la fracture numérique est quelque chose d'existant, de réel, notamment entre les jeunes de classe populaire et les jeunes de classe un peu plus aisée, dirons-nous. La question, c'est comment on permet justement cet équipement large des collèges sur un matériel informatique performant pour cet accès aux nouvelles technologies et aux nouvelles formes d'enseignement. Donc là, clairement, nous souhaitons un vaste plan d'équipement et de rééquipement des collèges dans le domaine numérique. À mon avis, c'est une priorité et de l'avis du parti communiste. Mais il y a la question aussi, pour ce qui concerne les jeunes, les collégiens, mais pas que, de la participation citoyenne, parce qu'on travaille beaucoup pour eux, mais peu avec eux. Et le Parti communiste, dans le cadre de ces élections, fait la proposition de créer un conseil départemental des jeunes. Donc là, on s'écarte un tout petit peu de la question du collège, mais pour faciliter l'implication des jeunes, parce que je pense qu'ils ont des choses à dire. Ils sont au premier contact de la réalité, notamment dans les collèges, à voir les difficultés qui peuvent exister. Et il faut redonner la parole aux citoyens dans tous les domaines de la société, notamment au collège. Je pense que c'est une priorité. Je revenais tout à l'heure sur la question de l'importance des transports publics, parce que la question des infrastructures et des équipements est de la compétence ça fait partie de la compétence du département, voilà, de s'occuper des transports publics. Exactement. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure je suis revenu sur une proposition simple qui demande de dégager des moyens. C'est pour ça qu'il va falloir aller réclamer les 61 millions d'euros que doit l'État au département de Loire-Atlantique pour dégager de nouveaux moyens, notamment pour permettre la gratuité des transports scolaires pour que chacun puisse se rendre au collège. Et il faut continuer. Et là-dessus, la majorité socialiste, la majorité de gauche a fait un travail déjà conséquent sur la construction des collèges publics. Il faut passer à la deuxième étape de ces constructions de collèges publics. Il faut y aller de manière très volontariste. Et là, clairement, les communistes, le Front de gauche, militent pour le développement de l'enseignement public dans le département. On ne peut pas faire une éducation, un enseignement à 2 vitesses. Donc voilà des propositions très concrètes que peuvent faire nos candidats dans les différents cantons où ils sont présents.
Jean-Philippe Thoiry pour Démocratie 44. Pour Démocratie 44, je l'indiquais tout à l'heure, et ça irrigue notre programme, c'est cette notion de proximité. Cette proximité sur le sujet qui nous anime là, l'enseignement, c'est un maillage du territoire, mais vraiment du département, hein, pas uniquement Nantes, du département. On sait que sur Savenay, il y a des besoins. On sait que sur Nord-sur-Erdre, il y a des besoins. Sur le Sud-Loire, donc c'est vraiment un maillage où les populations se trouvent actuellement. C'est cette notion d'accessibilité. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais pour 27 septembre, il va falloir que les établissements scolaires, les collectivités déposent un phasage pour les 3 années à venir. Donc là, la collectivité, le conseil départemental va avoir besoin de dégager des priorités. Maillage du territoire, accessibilité. Sur l'emploi, j'adhère assez à cette notion de volontariat service civique. Et là, le conseil départemental... On va peut-être rester sur l'éducation. Oui, mais sur l'éducation dans les collèges publics passe par de l'humain, parce que là, on parle beaucoup d'immobilier, d'argent, mais cet argent, c'est sur l'humain. Hein, quand on parle de proximité, c'est l'humain. Et sur cet humain, eh bien, il faut que le conseil départemental ait une action forte. Et puis, par rapport aux propos qui ont été tenus par le Front National, je ne me retrouve pas du tout dans ce discours anxiogène. Je travaille dans un lycée et collège à Bellevue, hein, dont on entend souvent parler, et je ne suis pas pour un collège ou un lycée fermé sur son quartier, mais un collège et un lycée ouvert. Et on peut l'être. Aujourd'hui, c'est une réalité. Alors, Jean-Philippe Thoiry, vous l'évoquiez tout à l'heure, la question du collège aussi privé. Et nous avions une question à ce propos, c'est est-ce qu'il y a encore l'image d'un système éducatif privé qui serait de meilleure qualité que le système éducatif public? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour changer cette image, notamment? Lilian Goujon pour Europe Écologie Les Verts. Oui, ce qu'il faut dire, c'est quand même, on parle d'enseignement privé qui est quand même... subventionné à majeure partie par des financements publics. Donc la différence est quand même importante à faire. Nous, à Europe Écologie, ce qu'on défend, c'est un collège public qui porte les valeurs de la laïcité et de la tolérance. Et on pense que le travail d'éducation, il est à faire essentiellement à partir de ces valeurs-là. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de se prononcer sur la question de l'enseignement en tant que tel. Les enseignements sont normalement les mêmes qu'on soit dans un collège public ou dans un collège privé. Et puis, les compétences du conseil départemental, encore une fois, c'est des compétences en matière d'infrastructure et non en matière d'enseignement. Donc c'est pareil, il n'y a pas de position... vraiment à avoir... Mais les subventions néanmoins allouées par le conseil départemental au collège public peuvent permettre par exemple d'avoir plus de classes avec moins d'élèves, moins surcharger les classes, avoir plus de professeurs, etc. Donc ça reste quand même, il y a une part quand même assez importante dans l'éducation des élèves via les subventions allouées par le conseil départemental. Oui, mais comme le disait tout à l'heure le collègue des Verts, les enseignants ne sont pas payés par le conseil départemental. Donc vous pouvez construire les plus beaux collèges que vous voulez avec des centaines de classes. S'il n'y a pas l'État derrière pour financer des postes d'enseignants, ces classes resteront vides. Donc c'est vraiment une action commune, État, collectivité départementale pour les collèges, collectivité régionale pour les lycées. C'est vraiment une action concertée qu'il faut. On a une réaction juste d'un de nos auditeurs sur Twitter qui nous dit que les collèges privés, c'est l'égalité des chances. Si on a la liberté de payer ses chances, c'est la fraternité des classes supérieures. C'est @I'mBrocode qui nous dit ça en direct sur le hashtag Prune Débat. Eh bien, qu'ils viennent à Bellevue, qu'ils viennent dans ce quartier, il va voir que l'enseignement privé, ce n'est pas la classe des riches. Ça traduit juste, si je me peux me permettre, ça traduit juste une chose, ce tweet-là, pour rebondir juste sur le tweet, c'est un peu le but. Ça traduit une chose, une préoccupation notamment des jeunes, d'avoir accès à une formation de qualité. Et cela, peu importe ses moyens et on va pas dire d'ailleurs, je le dis, sa classe sociale. C'est une réalité. C'est une question, à un moment, une véritable préoccupation. Comment on permet à tous les jeunes, du collège jusqu'à l'enseignement supérieur, d'avoir accès à une formation de qualité. Pour cela, il faut des moyens développés par les collectivités et par l'État. Un petit rappel toutefois, comme le disait Lilian Goujon d'Europe Écologie Les Verts, mais l'enseignement privé est quand même très majoritairement subventionné par le public, ce qui réduit quand même considérablement le coût aussi pour les familles dans l'enseignement privé. Il y a des collèges privés qui ne coûtent
vraiment pas si cher que ça pour les familles. Donc la question aussi, c'est de savoir, dans un objectif de laïcité, si cette subvention aux établissements privés est vraiment une priorité du conseil départemental. Et donc Alors Gauthier Boucher, il faut faire la distinction entre... Alors, je vais poser laisser la simplement parole la à- question à Gauthier Boucher, le parti donc, du Front National étant très attaché à la question de la laïcité. Que pensez-vous de ce subventionnement Il est attaché de manière normale à la laïcité, pas plus qu'à une autre question. C'est une question essentielle et qui nous permet d'être véritablement républicains, parce qu'on nous fait couramment le procès de ne pas être républicain. J'entends déjà par avance les ricanements, mais la laïcité, comme d'autres questions, nous y sommes attachés à l'égal des autres. Concernant la différence publique-privée, oui, c'est une idée reçue de dire que les institutions, les collèges privés seraient plus qualitatifs en quelque sorte que les collèges publics. Et nous devons nous méfier des idées reçues. Je suis membre d'un parti dont on dit beaucoup qu'il agite les idées reçues pour en faire des idées politiques. Mais c'est quand même une idée reçue qui s'enrichit, je pense, d'une réalité assez factuelle. Parce que si les programmes de l'éducation nationale dérivent vers des choses que les parents ne veulent pas forcément, il est naturel qu'ils soient de plus en plus nombreux à scolariser leurs enfants dans les collèges privés. Néanmoins, aujourd'hui, l'enseignement privé est catholique. Il est subventionné en partie donc par l'État, par les subventions des collectivités locales. Oui. Est-ce que si demain on ouvre des enseignements judaïques, des enseignements musulmans, est-ce que vous continuerez à maintenir les subventions C'est pas une question de culte, c'est simplement une question de programme. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il est par exemple assez naturel que les parents puissent être scandalisés quand, par exemple, le Conseil général de Loire-Atlantique se met à subventionner des stages de hip-hop parmi les programmes de l'éducation nationale. On peut se dire que c'est pas forcément... quel est le rapport ? On peut dire que c'est pas forcément... Alors, vous êtes de ceux qui pratiquent, ceux qui pensent qu'il y a une culture et une sous-culture. Vous pensez que ceux qui pratiquent le breakdance, le graphe, le rap, c'est une sous-culture, c'est ça ? C'est une subculture. Mais c'est dramatique d'entendre ça. On est au 21e siècle sur une radio de jeunes. Je laisse les auditeurs apprécier. Vous confondez les mots. Messieurs, on va s'interrompre ici, on va pas s'éterniser sur la question de l'éducation. Rencontre avec les candidats des élections départementales de Loire-Atlantique jusqu'à 19h sur le 92 FM et sur le www.prune.net. De retour sur le plateau de Prune en compagnie de nos invités candidats aux élections départementales. C'est la deuxième partie de notre débat qui durera plus longtemps que nos autres parties, puisqu'elle durera le double des autres parties finalement, puisqu'elle fera 40 minutes. Donc là, on va aborder la question de l'aide sociale. C'est l'une des compétences les plus importantes finalement du conseil départemental. Alors je vais prendre un exemple, c'est le conseil départemental du Val-de-Marne. On fait la transition entre l'éducation et justement l'aide sociale. Alors le conseil départemental du Val-de-Marne utilise sa clause de compétence générale au profit du social. Il a remboursé des passes de transport pour les jeunes et les personnes âgées. Il a mis en place des services publics de crèche départementale. Et il a aussi fourni un ordinateur portable à tous les élèves entrant en classe de 6e. On revient aussi sur la notion de numérisation de l'éducation. Si vous êtes élu au conseil départemental, est-ce que vous reprendrez ces propositions ou est-ce que vous en avez d'autres plus importantes ? Robin Salcroix, rapidement, votre avis sur la question. Vous êtes en avance sur le chronomètre, alors vous choisissez, soit vous répondez complètement là maintenant, soit vous gardez du temps pour la suite. C'est toujours le problème des communistes, toujours un temps d'avance. Du coup, par contre, très bel exemple sur le Val-de-Marne. Exemple très concret de l'action des communistes lorsqu'ils dirigent un conseil général. Clairement, le Val-de-Marne est le département le moins endetté d'Île-de-France. Et pourtant, comme vous l'avez expliqué, grâce à la clause de compétence générale, il développe toute une palette de boucliers sociaux en direction des jeunes comme des moins jeunes. Remboursement du titre de transport, c'est 100 € de pouvoir d'achat distribués clairement, notamment aux seniors. La question des ordinateurs portables, où là il y a un équipement très développé d'équipements informatiques pour les collégiens, alors que dans le département d'à côté, les Hauts-de-Seine, il y a eu un renouvellement d'équipement seulement de 200 ordinateurs. Pour un département riche comme celui-là, c'est assez dramatique. La question également des crèches départementales. C'est 70 crèches départementales de développer dans le département du Val-de-Marne pour permettre aux parents d'avoir une activité, de travailler, etc. et de développer leur vie de manière digne. Mais par contre, je voulais revenir sur une chose quand même. C'est les contradictions là qui peuvent émerger sur
sur cette question-là, c'est qu'autour de la table, si je ne me trompe, il n'y a aucun candidat qui est pour le maintien de la clause de compétence générale. Rappelons ce qu'est la clause de compétence générale. Derrière ce mot un petit peu barbare, cela permet aux collectivités, aux élus qui sont désignés par les concitoyens de développer des politiques publiques volontaristes dans des secteurs qui sont extérieurs aux compétences obligatoires. Clause de compétence générale que monsieur le président de la République a redonnée aux collectivités, puis s'apprête à enlever aux collectivités. Donc là aussi, il y a quand même un léger problème de cohérence politique dans ce domaine-là. Donc il y a un moment, il faut clairement qu'on se mette les uns et les autres face à nos contradictions. Nous sommes les seuls au Parti communiste, au Front de gauche, à défendre cette clause de compétence générale parce que c'est les élus et les citoyens qui sont souverains et c'est seulement sur le programme et l'action des élus qu'on peut juger ou non de la pertinence de les réélire. On va et peut-être je donner la développerai parole d'autres propositions à Gauthier après. Boucher pour le Front National. Oui, je pense que si le département, si on veut que le département reste efficace en termes d'action sociale, il ne faut pas avoir une mauvaise vision de ce qu'est le département sur un plan territorial. Et le département, tous les départements de France, que ce soit la Loire-Atlantique ou les autres départements, ne devraient pas être perçus par nos élites, qu'elles soient socialistes ou UMP, comme simplement de grands centres urbains avec vaguement tout autour des banlieues et puis des zones un petit peu délaissées, que ce soit les zones périurbaines ou les campagnes. Il ne peut pas y avoir d'action sociale efficace, il ne peut pas y avoir de justice sociale, il ne peut pas y avoir une république dans son acception historique, c'est-à-dire démocratique, laïque et sociale, si le gouvernement, comme d'ailleurs l'UMP quand il est au pouvoir, sont sans cesse dans ce combat de toujours plus d'étalement urbain, toujours plus de métropoles avec des prérogatives toujours plus grandes, aux dépens bien sûr à la fois des conseils municipaux, des conseils départementaux qui sont directement menacés, et au profit à la fois, on va dire, de présidents de ces instances qui sont souvent grassement payés et qui ne font pas vraiment le bien général. Alors, pour enchaîner, l'un des principaux budgets des conseils départementaux, c'est l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Quelque chose dont on parle assez peu finalement dans les débats sur ces élections. Donc dans ce budget, on a les accueils collectifs de mineurs isolés étrangers. Pourtant, selon un collectif d'éducateurs spécialisés de Loire-Atlantique, des discriminations subsistent dans ces lieux où les mineurs français sont mieux accompagnés que les mineurs isolés étrangers. Par exemple, on demande aux jeunes étrangers de s'intégrer, mais on ne leur finance pas nécessairement les mêmes formations que leurs camarades français. Donc la question c'est, si vous êtes élu, comment vous saisirez-vous de cette problématique des accueils collectifs de mineurs isolés étrangers ? Aurélien Boulet de l'UDB. Bah écoutez, sur cette question, je suis un peu pris de court dans le sens où voilà, nous on n'a pas forcément mené de réflexion plus profonde là-dessus aussi. En tout cas, en ce qui concerne les questions de la petite enfance, du coup pour élargir peut-être un peu le débat, sur les questions de la petite enfance, il y a aussi un élément qui est fondamental, c'est la question des crèches, en effet. Donc là aussi, on repart dans cette réflexion. On a déjà abordé la question des crèches et là on passe à une autre problématique. Si vous ne souhaitez pas répondre, vous pouvez très bien garder le temps qui est vôtre pour plus tard. Robin Salcroix, je vous passe la parole. Oui, merci, c'est gentil de me passer la parole. Non, parce que Merci peut-être beaucoup. que vous voulez en garder pour plus non, tard. non, j'en garde pas. Enfin, oui, je parlerai aussi sur les autres sujets. Je veux parler de ce sujet également. Parce que la question des mineurs isolés, là, pour le coup, c'est des vies derrière. Et ces mineurs-là ont eu une trajectoire de vie dramatique pour la plupart. Et donc, effectivement, je pense que la République sociale, la République fraternelle se doit de se pencher sur le cas de ces mineurs isolés et de manière très accrue. Et il y a une question derrière, c'est là aussi les moyens, parce qu'il y a effectivement des compétences départementales, mais ça se croise aussi avec des compétences de l'État. Et donc là aussi, je pense qu'il est nécessaire d'interpeller l'État en général sur ces questions de mineurs isolés, étrangers, mais pas que étrangers. Il faut être très attentif à ces enjeux-là, sur des personnes qui sont en construction, sur des jeunes qui sont en train de construire leur parcours de vie. Et je voudrais devancer un peu les thématiques, ou en tout cas les propos qui pourraient être tenus par certains sur ça nous coûte beaucoup, ça nous coûte très cher les étrangers quand même. Eh ben non, enfin juste un chiffre, les étrangers aujourd'hui, ce qu'ils rapportent à la France, c'est 12 milliards d'euros. C'est la différence entre les cotisations sociales
qu'ils donnent du coup aux différentes caisses et les aides et les prestations qu'ils peuvent percevoir. Donc ça, c'est pour battre en brèche le discours d'une certaine partie de la droite et de l'extrême droite en particulier, qui, à mon avis, peut développer un refrain xénophobe sur ces sujets-là. Je pense que nous, en tant que parti républicain, en tant que parti laïque, parce que la laïcité, ce n'est pas juste le FN. Tout à l'heure, je vous ai entendu, c'est une thématique privilégiée du FN. Mais non, moi je suis laïque, je suis effectivement pas moins, ni pas plus, et je pense même plus laïque que le Front National. Je veux surtout Justement, pas laisser la thématique à thématique Gauthier Boucher du Front National de répondre sur la question. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, M. Salcroix a dit qu'il devançait finalement les propos de l'extrême droite. Donc ne me sentant pas d'extrême droite, je ne me sens pas directement concerné par son accusation. Je pense avant tout que ce n'est pas forcément à des collectifs qui ne sont pas toujours représentatif de superviser l'aide aux mineurs étrangers. Je rappellerai qu'il y a un certain nombre de ces mineurs étrangers qui ne seraient pas forcément là si nous n'encouragions pas dans certaines régions du monde un certain nombre de conflits dont je ne sais pas si on peut les qualifier de néocoloniaux, mais qui personnellement me font vomir. Voilà, je ne vois pas pourquoi nous faisons la guerre en Libye, je ne vois pas pourquoi nous voulions en tout cas appuyer une participation militaire en Syrie ou dans ce genre de pays, qui fait qu'effectivement il y a des vagues d'immigration qui sont incontrôlables, qui ne rendent pas service à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils affaiblissent d'autant plus leur pays, et on ne peut bien sûr pas construire la Libye démocratique, on peut bien sûr pas construire l'Irak ou la Syrie démocratique quand sans arrêt on appuie des gouvernements islamistes, quand sans arrêt on finance le terrorisme, quand sans arrêt on pille ces pays-là d'un certain nombre de leurs matières premières, quand on va piller la bauxite du Mali, quand on va piller le pétrole de l'Irak. Il est certain qu'après ces gens, ils ont envie de partir, et de ce point de vue-là, humainement, je peux les comprendre, même si politiquement, je combat l'immigration qui ne serait pas une immigration. On va peut-être rester dans la problématique locale avec du coup ces collectifs de mineurs et isolés étrangers. Mais votre réponse là-dessus? Ma réponse principale, c'est que c'est à l'État de superviser ça et non pas un certain nombre de collectifs. Ça fait partie des compétences de l'aide sociale à l'enfance, ça fait partie des missions du département. Quand je dis c'est à l'État et ses services, y compris les conseils généraux, enfin les conseils départementaux. Mais je n'apprécie pas beaucoup qu'un certain nombre, dans ce sujet-là, comme dans d'autres sujets, que ce soit la conscience citoyenne, la lutte contre la discrimination, je suis toujours très surpris qu'un certain nombre de collectifs, généralement faussement spontanés, mais générés par les partis de gauche, s'occupent de ce qui ne les regarde pas et essayent de faire pleurer dans les chaumières en ayant une politique tout à fait contraire au final. Débat avec les candidats des élections départementales de Loire-Atlantique jusqu'à 19h sur le 92 FM et sur le www.prune.net. De retour sur le débat des élections départementales sur Prune, et on est toujours dans le volet de l'aide sociale, donc l'une des compétences principales du conseil départemental, et on va enchaîner tout de suite avec la question du RSA, donc le revenu de solidarité active, qui est l'un des budgets de ce conseil départemental, même s'il est distribué par les caisses d'allocation familiale et les mutuelles sociales agricoles. C'est le conseil départemental qui a pour mission de gérer ce budget. Alors qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour les bénéficiaires du RSA? Aurélien Boulet pour l'Union démocratique. Oh là là, je vais jamais y arriver. L'UDB, l'Union démocratique bretonne. Voilà, tout à fait. Bah, évidemment, là aussi, c'est vraiment une des grosses compétences du département. Et en tant que militant de gauche, ça fait vraiment partie aussi, nous, de notre projet politique global, quoi. Donc, on pense que la future majorité au conseil départemental de Loire-Atlantique doit vraiment mettre le paquet sur la question de l'action sociale, puisque accompagner les personnes, accompagner les citoyennes et les citoyens, c'est aussi amener chacun à l'autonomie. C'est pas de l'assistanat, faut pas confondre assistanat et action sociale. Au contraire, nous on pense que l'action sociale est un levier, un outil pour l'émancipation des individus et pour les amener vers la réinsertion professionnelle, qui fait aussi d'ailleurs partie des compétences des départements. Nous on affirme que chacun a droit à des conditions de travail et de salaire décentes, et les personnes qui n'ont pas de travail doivent être accompagnées dans les moments difficiles qu'elles peuvent traverser dans leur vie. Et la collectivité doit véritablement être actrice dans ce domaine-là. Et là, ça doit être un geste politique fort pour la future majorité,
puisque c'est une de ses grosses compétences et il faut continuer d'accompagner les personnes, entre autres sur cette question du RSA. Justement, c'était la question d'un de nos tweetos qui suit le débat. Il nous posait la question, quel est votre projet justement pour l'aide au retour de l'emploi? Donc là, Aurélien Boulet, vous venez de nous donner votre avis. Jean-Philippe Thoiry, concernant le RSA, est-ce que c'est de l'assistanat et l'aide au retour à l'emploi? Comment ça marche pour Démocratie 44? Oui, en tant que militant du centre et de la droite, c'est vraiment aussi une de nos priorités, et ce sera une de nos priorités dans le budget du conseil départemental. En aucune façon, c'est de l'assistanat. C'est vraiment un dispositif pertinent pour aider toutes celles et tous ceux qui, à un moment de leur parcours de vie, peuvent se trouver en difficulté. Et cette dynamique économique du fait que de ce financement doit se faire en maillage avec les partenaires, entreprises, autres collectivités, tissus associatifs. C'est vraiment ensemble et non pas seul. Puisqu'on verra bien, quand on va aborder tout à l'heure les aspects budgétaires, que nos moyens seront contingentés. Eh bien, c'est bien en mutualisant avec les autres collectivités et avec le tissu professionnel et associatif que nous pourrons apporter une réponse pertinente. Gauthier Boucher, pour l'avis du Front National sur la question du RSA, est-ce que c'est de l'assistanat et qu'est-ce que vous mettez en place pour l'aide au retour à l'emploi? Le RSA, non, ce n'est pas de l'assistanat, et en tout cas, ça ne doit pas le devenir. On a peut-être l'impression que c'est perçu par une partie de la population comme un assistanat, mais ça n'est vraiment pas la mission du RSA. Et par une partie de la classe politique également. Oui, une partie de la classe politique, c'est exact. Mais le RSA, c'est censé tenir la promesse de son appellation, c'est-à-dire une solidarité active, un marchepied vers quelque chose qui est une réinsertion à la fois sociale et une réinsertion dans l'emploi. Nous voudrions bien sûr maintenir le RSA, le sanctuariser en quelque sorte, qu'il ne soit pas compromis par peut-être de futures politiques gouvernementales qui voudraient aussi raboter le RSA. On ne sait jamais avec les socialistes qui sont souvent très éloignés de leurs promesses initiales de gauche quand ils sont en campagne. Ce que nous voudrions appréhender comme problème, c'est notamment celui des fraudes au RSA, qui n'est généralement pas prise en compte par la classe politique, parce que dès que l'on en parle, on est taxé de démagogue. A fortiori quand on est au Front National, puisqu'au Front National, naturellement, nous sommes un parti démagogue, tout le monde le sait. En tout cas, tout le monde le dit. Moi, je ne le pense pas. Il y a trois types de fraudes qu'il faudrait contrôler, qui sont la fraude à la domiciliation, la dissimulation de revenus et le non-respect des engagements d'insertion. Nous sommes très attachés à ce que ces fraudes soient combattues. Et quant au reste, il faut bien sûr, je le disais tout à l'heure, garantir le RSA dans la pérennité. Alors, petite question toujours pour vous, Gauthier Boucher. Les jeunes socialistes et je crois aussi les jeunes communistes et les jeunes verts proposent d'ouvrir le RSA aux moins de 26 ans. Puisque actuellement, lorsqu'on est jeune actif de moins de 26 ans, on n'a pas droit à ce RSA. Donc, que pensez-vous de cette proposition? À titre personnel, j'y suis favorable. Il me semble, sans en être certain, que c'est aussi la position de ma formation politique. On ne voit pas trop pourquoi le RSA ne pourrait pas bénéficier aux jeunes de moins de 26 ans, alors que c'est quand même la catégorie d'âge, par définition, qui est la plus exposée aux problèmes d'insertion professionnelle, puisque c'est le moment entre 18 et 26 ans, entre la sortie du lycée et puis ce qui se passe après, où tout se décide au niveau professionnel. Est-ce que parmi vos différents programmes de vos formations politiques, est-ce qu'il y a une place pour promouvoir l'entrepreneuriat social, Aurélien Boulet de l'Union démocratique et bretonne? Oui, l'entrepreneuriat social, évidemment, est au cœur de notre projet économique. Et plus globalement, toutes les nouvelles formes économiques sont... on les étudie, on les regarde, et on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien. En termes, entre autres, de coopératives qu'elles soient agricoles, maritimes, viticoles ou autres. Il y a aussi ce réseau des scopes. Notre département et notre région ont des scopes assez importantes qui continuent à se développer. Je pense que le département, à travers ses différentes compétences, doit accompagner ces nouvelles formes, ces nouvelles structures qui émergent et qui non seulement fonctionnent très bien, mais qui en plus emploient énormément. Là aussi, le département ne doit pas se contenter uniquement d'utiliser les manettes qui sont devant lui, mais doit aussi réfléchir à des nouvelles formes de développement économique, social, humain, et ces formes. Ces nouvelles formes qui émergent sont à développer, sont à soutenir et sont à financer également par le département, je pense.
Gauthier Boucher, votre avis sur l'entrepreneuriat social pour le Front National ? Je n'ai pas d'avis spécifique sur l'entrepreneuriat social, mais juste 2 observations. C'est qu'a priori, nous n'avons pas de problème avec l'entrepreneuriat social, même si je ne suis pas expert, puisque le propre secrétaire général de notre collectif écologiste, le collectif Nouvelle Écologie, Éric Richard-Mos, est très impliqué dans la région de Lille en termes d'entrepreneuriat social. Je crois qu'il est dans une école de commerce, l'IESEG, qui a qui s'occupe d'entrepreneuriat social. Il saurait mieux vous en parler que moi. Ce qui me dérange un petit peu, le terme d'économie sociale et solidaire a été mentionné, je pense, en lien avec l'entrepreneuriat social. Ce qui me dérange un peu, c'est derrière les promesses sémantiques, quand cette économie sociale et solidaire est fait un petit peu l'inverse de ce qu'elle promeut, par exemple en termes de coût carbone, en termes de relocalisation des flux économiques et humains. Il y a toujours chez certaines organisations qui, une fois de plus, sont des organisations de gauche, désolé de le dire, une différence entre les promesses et les réalisations concrètes. Jusqu'à 19h, retrouvez le débat des élections départementales en direct sur le 92 FM et le www.prune.net. Et vous êtes toujours sur Prune, sur le 92 FM. Nous entamons la 3e et dernière partie de notre grand débat des départementales. Il est temps de parler culture, donc une thématique chère à nos auditeurs ici sur Prune Radio. Donc je vous rappelle que vous pouvez toujours intervenir sur Twitter via le hashtag Prune Débat. Et donc, nous entamons cette dernière partie. Donc le budget du conseil départemental représente une part importante dans la culture du département, et notamment pour la vie associative, puisqu'il représente 11% du budget des associations. Alors toujours la même question, si vous êtes élu, voilà, quel dispositif vous metteriez en place ? Et surtout, n'hésitez pas à vous répondre les uns aux autres. Gauthier Boucher, sur la question de la vie associative, quel dispositif vous mettez en place pour améliorer ça ? Je pense que fondamentalement, ce que doit faire le conseil départemental, vu du Front National, n'est pas tellement différent de ce qui est pratiqué par le FN au niveau de son opposition dans les conseils municipaux. C'est-à-dire considérer que notre politique, une bonne politique culturelle doit bien sûr répondre à l'intérêt général et ne doit pas passer son temps à subventionner des associations, des structures qui ne répondent pas forcément à cet intérêt général. Quand je vois que le département et un certain nombre... Vous faites allusion par exemple à la fin des subventions pour le local de la Ligue des droits de l'homme voilà. À la mairie des Namarons. J'allais développer un certain nombre d'exemples. Je vois que mon confrère communiste, élu sur une liste socialiste, quand même, il n'a pas eu le courage de se présenter. La liste n'est pas socialiste, la liste est de Rassemblement de la gauche. Oui, mais il y avait une liste communiste, je crois, de Monsieur Croupy sur laquelle vous n'avez c'est pas pas une liste. souhaité. Non, ne confondez pas tout, ne trompez pas les électeurs. Messieurs, si on peut rester dans le cœur du sujet, c'est ce qui intéresse nos auditeurs tout particulièrement. Restons dans le cœur du sujet, s'il vous plaît. Romain Salcroix, je suis désolé, je vais devoir couper votre micro si vous continuez. Gauthier Boucher. J'en reverse 20% à ma section militante. Revenons-en à notre question. Pour revenir aux questions, pour revenir au débat, effectivement, vous avez en quelque sorte présupposé ma réponse. Oui, nous ne voulons pas subventionner un certain nombre d'associations que nous considérons comme antinationales. Je sais que ça va hérisser un certain nombre de cheveux ici, ou communautaristes, que ce soit l'OMRAP, que ce soit la Ligue des droits de l'homme. Ce sont des positions que nous avons déjà défendues, par exemple, au conseil municipal de Saint-Nazaire, lors du vote des subventions en juin 2014, un vote dont nous regrettons d'ailleurs qu'il ne puisse pas se faire finalement association par association, ce qui permettrait d'avoir une vue un peu plus précise. Nous regrettons aussi bien dans les conseils municipaux qu'au conseil général que les votes soient constamment par bloc d'associations, ce qui ne nous permet pas de voter pour ce qui serait, par exemple, à Saint-Nazaire, nous aimerions promouvoir naturellement une culture populaire, une culture ouvrière, une culture bretonne, ce que les associations actuellement financées par les conseils municipaux et le conseil départemental, ça ne semble pas les intéresser. Est-ce que ce n'est pas une forme de censure de couper les subventions d'une telle association telle que la Ligue des droits de l'homme, qui est quand même une association reconnue dans la France entière ? Oui, mais dont on peut supposer qu'elle peut vivre sur les subventions de ses adhérents. Quand on constate qu'à Saint-Nazaire, ils sont, je crois, une vingtaine par association entre le MRAP et le LDH, ça n'est pas notre problème s'ils ont aussi peu d'adhérents. Qu'ils fassent des campagnes pour avoir beaucoup plus d'adhérents, ça n'est pas aux collectivités publiques de subventionner des associations ou des revues comme Place Publique, dont l'une des missions est d'insulter les militants et les élus du Front National. Ça n'est pas la mission des collectivités publiques. Et quel type d'association souhaiteriez-vous financer en
de manière privilégiée? J'ai fait un portrait un peu rapide. Les associations sportives, toute association allant dans le sens, les associations d'utilité publique, bien sûr, un certain nombre d'associations, je pense à la Ligue de protection des oiseaux, un certain nombre d'associations d'écologie concrète, et pas simplement d'écologie bidon, où on nous parle, comment dirais-je, on fait de l'écologie punitive, ça nous intéresse pas beaucoup. Tout ce qui est société historique, société culturelle, ce genre de choses nous intéresse beaucoup. Mais nous voulons qu'il puisse rester à Nantes, à Saint-Nazaire, dans un certain nombre de villes, une mémoire populaire, une mémoire ouvrière, ne pas faire croire que la République est autre chose que française, parce que la République, elle n'est pas universelle. Elle est française et elle s'inscrit dans une longue histoire. Alors on va rester dans ce domaine associatif et on va aborder plus le côté subvention, alloué par le conseil départemental. Quelles sont les priorités dans vos dotations? Comment vous réfléchirez à allouer à telle ou telle association des subventions? On a eu l'avis de Gauthier Boucher à l'instant pour le Front National. Considérez-vous que ce budget de la culture qui est alloué donc aux associations est un budget dans lequel vous pouvez faire des coupes budgétaires, dans lequel vous pouvez récupérer de l'argent pour financer d'autres budgets? Jean-Philippe Thoiry. Alors, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'informations pour dire est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on ne coupe pas. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qui, à mon sens, sera important, ce sont les projets qui seront présentés par ces associations. La réponse du conseil départemental ne sera pas une réponse de clientélisme comme actuellement, mais une réponse par rapport à des projets. Et toute association est légitime si son projet correspond aux priorités du conseil départemental. Toute association est légitime à recevoir une aide proportionnelle à sa demande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sera aussi vigilant à ce que les associations qui nous demandent une aide ne soient pas des associations qui ont un trésor de guerre. La force publique n'est pas là pour remplir le trésor de guerre des associations. Donc oui, aide au tissu associatif pour assurer la proximité que nous appelons de nos voeux. Oui, assez d'aide par rapport à des projets qui ont sens par rapport à l'humain, par rapport à nos jeunes, par rapport à nos aînés, par rapport à toutes ces familles qui ont besoin de cet accès à la culture, mais non à l'enrichissement de trésors de guerre. Ce n'est pas le rôle du conseil départemental. Qu'entendez-vous par clientélisme? Eh bien, clientélisme, c'est assurer des subventions à des associations qui n'ont pas sens par rapport au projet d'une collectivité, mais qui ont sens par rapport à de l'idéologie. Lilian Goujon pour Europe Écologie Les Verts, comment répartirez-vous les dotations? On a entendu Gauthier Boucher à l'instant parler de subventionner les associations qui ont pour but écologique, qui ont un vrai intérêt public. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que vous rejoignez Gauthier Boucher là-dessus? Alors, il y a un point sur lequel je ne rejoins pas du tout Gauthier Boucher, c'est lorsqu'il parle d'associations visant à de l'écologie punitive. Nous, on est plutôt sur de l'écologie, il ne faut pas confondre avec de l'écologie coercitive, c'est-à-dire qui pose des contraintes qui sont nécessaires au bon fonctionnement et au bon à la durabilité de notre environnement de vie. Par contre, c'est difficile de dire à l'avance à quelles associations est-ce qu'on va allouer des budgets et quelles associations est-ce qu'on ne va pas en donner. Je n'ai pas envie de catégoriser des associations selon leur type et puis dire celles-ci n'auront pas de budget et celles-ci auront des budgets. Par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais interroger les autres candidats qui sont ici. Il y a les représentants du mouvement de la Manif pour tous qui ont interpellé l'ensemble des candidats de Loire-Atlantique sur la question de ces subventions aux associations et aux événements culturels, notamment le Hellfest par exemple. Et j'aurais bien aimé savoir quelle a été la position par rapport à ça de Démocratie 44, du FN et des autres candidats. Rapidement, peut-être la position des différents partis présents sur la table, très rapidement, parce qu'on s'écarte un peu du cadre. Aurélien Boulet, de l'UDP. Nous, concernant ces questionnaires de la Manif pour tous, on reçoit tellement de questionnaires qu'on essaye de se concentrer sur les organismes qui ont un minimum de socle commun niveau valeurs avec nous. Nous, on pense que la Manif pour tous est une association qui porte des valeurs qu'on combat.
personnellement et au nom de l'UDB, nous n'avons pas répondu à cela. Concernant, entre autres, cette question du Hellfest, ça c'est toujours une grande réminiscence idéologique de la droite de Loire-Atlantique. Attaquer le Hellfest, pour moi, c'est un festival emblématique à tous les niveaux et qui se passe d'une manière extrêmement festive, extrêmement joyeuse et qui amène énormément de bien sur notre territoire au niveau culturel mais aussi économique. Donc taper sur le Hellfest, c'est d'une absurdité totale selon moi. Jean-Philippe Thoiry pour Démocratie 44. Je crois que mon voisin vient de parler d'une droite du 19e siècle. Je me retrouve pas du tout dans cette droite-là. Le centre et la droite, ce n'est pas du tout cela. Quand tout à l'heure je parlais de clientélisme, voilà, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que ce festival, à mon sens, justement, il a sens. C'est une réponse culturelle sur le territoire départemental, je dirais même national, voire international. Donc, il se justifie que le conseil départemental puisse aider ce type de projet. Et du clientélisme, ce serait de répondre aux injonctions de quelques groupes politiques ou associatifs ou syndicaux qui nous diraient non, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Si demain nous sommes élus, c'est nous qui prendrons les décisions et qui financerons ce type de projet parce que la culture, elle est transversale. Mais un certain nombre de candidats sous l'étiquette Démocratie 44 ont quand même signé cette charte qui les engage à couper les subventions à des événements tels que le Hellfest. Vous ne pouvez pas contredire ça. Mais je ne souhaite vraiment pas vous contredire, en ce sens que demain, élus, c'est collectivement que les décisions se prendront. Et quand je dis collectivement, à la fois la majorité et les partis d'opposition que vous serez. Sur le champ culturel, c'est transversal. Autrement, ce serait dangereux et ça irait à l'encontre de ce que je viens de dire et on ferait du clientélisme. Et ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas le discours de Démocratie 44. Mais en tant que centriste, du coup, vous appuierez davantage sur l'opposition pour cette question-là Je ne m'appuierai pas sur l'opposition, je m'appuierai sur une majorité d'hommes et de femmes qui auront été élus le 29 mars et dont nous ferons partie. Rencontre avec les candidats des élections départementales de Loire-Atlantique jusqu'à 19h sur le 92 FM et sur le www.prune.net. Dernière ligne droite pour les élections départementales avant dimanche. Dernière ligne droite pour notre débat sur le 92 FM, hashtag Prune Débat. Donc là, on va vous laisser la parole à chacun d'entre vous. Vous avez 2 minutes pour convaincre. On va commencer avec Aurélien Boulet, par exemple, pour l'UDB. Donc pour une vision globale sur notre programme, pour les élections. Ouais. Convainquez nos auditeurs. Nous, il y a une première chose à l'UDB, c'est qu'on met en avant la question, c'est peut-être pas très sexy à raconter comme ça, mais la question institutionnelle. Là, on va quand même être appelé à voter sur des compétences qui sont toujours en discussion au Parlement. Enfin, cette réforme territoriale a été complètement absurde et nous, on met aussi en avant le fait que c'était un grand gâchis démocratique. Ça aurait pu être l'opportunité de repenser la France d'une manière démocratique, innovatrice, etc. On est complètement passé à côté de cette occasion et entre autres à côté de l'occasion de la réunification de la Bretagne. Donc nous, concrètement, en termes de réponse, on essaie vraiment de mettre en avant cette nécessité de créer un tournant démocratique. La crise de confiance que connaît notre société, pour nous, n'est pas une fatalité et ça passe avant tout par une réappropriation des citoyennes et des citoyens des outils démocratiques qui composent notre pays et qu'on espère pouvoir inventer à l'avenir avec eux. Il y a évidemment la question économique. Il faut que le futur Conseil général départemental de Loire-Atlantique comprenne que la Bretagne est un atout pour la Loire-Atlantique. Entre autres, à travers les questions liées à la mer, les activités liées à la mer. Il y a également un bouquet d'entreprises qui travaillent dans l'univers maritime, autour des énergies renouvelables, etc., qu'il faut soutenir. Ça fait partie de notre tissu économique et le département a son rôle à jouer là-dedans. Et comme on a pu dire précédemment, le département doit impérativement travailler sur les questions de solidarité, les solidarités au niveau des territoires, mais aussi les solidarités au niveau des personnes, des générations. Une chose positive au sujet du département, c'est la proximité qu'il peut encore avoir. Merci Aurélien Boulet, je suis désolé, votre temps imparti est imparti. Donc je le rappelle, Aurélien Boulet pour l'UDB et c'est au tour de Jean-Philippe Thoiry pour Démocratie 44. Vous avez 2 minutes.
Je crois que déjà, la première chose à souligner, et c'est une grande première, mais c'est grâce à la volonté d'hommes et de femmes d'horizons très différents du centre et de la droite, nous sommes unis. Je crois que depuis de nombreuses élections, on n'avait pas connu ça. Et nous sommes unis sur l'essentiel. Sur les 31 cantons, nous sommes les seuls à nous présenter unis sur les 31 cantons. Autour de la table, et le Parti Socialiste non plus, il n'y a personne d'uni sur les 31 cantons. Il y a le Front National aussi. Non, on va laisser la parole à Jean-Philippe Thory. C'est 30 Thory, cantons simplement. Oui, c'est 30 cantons. Laissons la parole à Jean-Philippe Thory. Chacun ses 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, union naturelle. Premier point. Deuxième point, c'est un devoir de vérité. Un devoir de vérité, la situation qui va nous être laissée par la majorité départementale actuelle, économiquement, est catastrophique. Et catastrophique du fait de ces décisions. Je le disais tout à l'heure, un endettement entre 2013 et 2017. Donc, on va arriver, il va falloir déjà gérer la problématique de l'endettement que nous laissera le Parti Socialiste, augmenté par le désengagement de l'État, du gouvernement socialiste mené par Manuel Valls. Donc, problématique économique. Mais malgré cette problématique économique, notre projet, c'est vraiment un projet de proximité. C'est un projet qui a été fait du fait de l'originalité des candidats, fait avec les citoyens et les résidents, les habitants du département. Eh bien, ce programme, vous pouvez le voir, correspond à cette proximité. Et puis, je le disais, oui à une devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, c'est un droit. Mais le plus important, parce que l'homme est au centre, c'est la fraternité, c'est un devoir. Merci Jean-Philippe Thory pour Démocratie 44. Gauthier Boucher pour le Front National, vous avez 2 minutes. Déjà, je vais prendre quelques secondes pour répondre directement à M. Goujon sur la question du Hellfest, parce que je n'ai pas pu en parler tout à l'heure. Je crois de mémoire que sur nos 62 candidats, puisque M. Thory, nous sommes présents dans tout le département, sur nos 62 candidats, il y a une quinzaine qui ont dû signer cette charte. Sur le 6e engagement qui est relatif au Hellfest, nous avons indiqué que pour certains d'entre nous, pour moi en tout cas, nous n'avons aucun a priori négatif vis-à-vis du Hellfest, puisque nous pouvons être comme c'est mon cas, des amateurs de métal, mais cependant, nous sommes des amateurs qui sont des amateurs vigilants, et nous ne voudrions pas qu'une collectivité comme le Conseil départemental de Loire-Atlantique finalement finance le Hellfest, parce que nous pensons que le Hellfest serait d'autant plus indépendant et d'autant plus grand s'il était véritablement s'il était un art indépendant en quelque sorte. Voilà, ça ne peut pas être un art financé par un mécénat public. Concernant pourquoi voter Front National en quelque sorte pour les élections du 22 et du 29 mars 2015? Parce que nous serons dans un certain nombre et dans un grand nombre de second tours, nous le pensons, en Loire-Atlantique. Nous pensons que nous avons des chances tout à fait raisonnables dans des cantons comme Saint-Philbert-de-Grandlieu, comme Valette, comme Machecoul, comme les 2 cantons de Saint-Nazaire, peut-être 1 ou 2 cantons de Nantes, peut-être le 7e par exemple. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour Front National? Parce qu'il faut déjà préparer le terrain de 2017, c'est entendu, mais il faut défendre le département en tant qu'instance de solidarité territoriale, en tant qu'instance de solidarité sociale. J'en ai un petit peu parlé dans ces quelques minutes d'expression. Il est important que nous défendions le département parce qu'on a l'impression que la classe politique de l'UMP au PS, en vendant constamment en bradant constamment la France, en ne jurant que par les métropoles, en vendant constamment la France à l'Union européenne, elle ne s'intéresse plus aux communes, elle ne s'intéresse plus aux départements. Nous voulons des services publics de proximité, nous voulons des départements solidaires et avec une action sociale forte. Merci Gauthier Boucher pour le Front National. C'est au tour de Lilian Goujon pour Europe Écologie Les Verts. Oui, donc on va revenir sur vraiment du local et ce qui intéresse nos citoyens qui vont aller voter dimanche et le dimanche suivant. Moi, pour finir, j'aimerais bien revenir sur les 5 grands piliers de notre programme écologiste, solidaire et citoyen pour ces élections départementales. Le premier de ces axes, c'est cultiver la solidarité et la cohésion sociale. J'en ai déjà assez parlé, je pense. Enfin, non, pas assez, mais j'en ai déjà parlé auparavant. Le deuxième de ces grands piliers, c'est déployer une transition écologique et économique créatrice d'emplois locaux et durables. Cette question, elle est majeure. Nous pensons que c'est à travers cette transition écologique qu'on peut répondre à un grand nombre de problématiques qui s'imposent aujourd'hui dans notre département, notamment celle du chômage. Troisième point, redonner sens et valeur à l'éducation et à la citoyenneté en donnant priorité à la jeunesse, c'est-à-dire la petite enfance, les collégiens notamment.
Le quatrième de ces piliers, c'est rééquilibrer les territoires et lutter pour plus d'égalité. Là, on est vraiment dans cette scission entre l'urbain et le rural, avec des personnes qui ne voient plus quel est leur intérêt à aller voter dimanche, alors que les problématiques les concernent directement. Et le cinquième axe, c'est une nouvelle façon de faire de la politique, c'est-à-dire donner fin au cumul des mandats qui semble être la règle jusqu'ici au Conseil général, et puis promouvoir la citoyenneté directement au cœur du débat de ces départementales. Merci Lilian Goujon pour Europe Écologie Les Verts. C'est au tour de Robin Salcroix pour le Parti communiste français. Oui, en quelques mots, faut regarder la réalité. Aujourd'hui, la droite, quand elle dirige une collectivité comme un département, c'est plus d'austérité, c'est des baisses de subventions, c'est moins d'investissement et c'est un endettement qui explose. Pour ce qui est du Front National, qui dirige maintenant quelques collectivités municipales, c'est l'austérité plus les inégalités plus la division entre les bons et les mauvais Français. On a entendu tout à l'heure la question d'associations antinationales. Donc voilà, la droite c'est l'austérité et le FN c'est l'austérité plus la xénophobie. Face à ça, il y a un vote qui est essentiel et à la disposition dès dimanche dans tous les bureaux de vote, c'est le vote du Parti communiste français et le vote du Front de gauche. Effectivement, nous ce que l'on propose c'est de lutter contre l'austérité, comme je vous l'ai dit et développé dans les propositions de tout à l'heure, c'est redonner de la force à la gauche qui ne se reconnaît pas dans la ligne Valls-Macron. Effectivement, il y a une autre voie de possible à gauche et nous la défendons. La question aussi de la lutte contre la réforme territoriale, j'ai développé dans mes propos préliminaires, c'est effectivement une réforme antidémocratique que seuls les élus communistes s'engagent à combattre. Et enfin, je voulais insister également sur le fait de voter pour des élus utiles qui leur ressemblent, des élus qui reversent l'intégralité de leurs indemnités, qui ne font pas de la politique leur métier. C'est ça aussi faire de la politique autrement. Au-delà de la question du cumul des mandats, on peut en parler beaucoup, c'est un enjeu, mais la question des indemnités en est aussi un, et au Parti communiste, on le pratique depuis toujours. Et puis dernièrement, lutter contre la fatalité du scénario de la vague bleue ou de la vague bleu marine. Il y a autre chose, il y a une autre voie de possible. Nos camarades grecs, quand ils ont voté pour Syriza récemment, la coalition de la gauche radicale, ont montré qu'à gauche, une autre voie était possible, que l'on pouvait ensemble donner de la force à la gauche. Pour ça, votez pour le Front de gauche, votez pour le Parti communiste français. Merci Robin Salcroix pour le Parti communiste français. Messieurs, le débat des élections départementales est déjà terminé. Merci à nos différents invités d'avoir accepté d'intervenir sur le plateau de Prune. Vous pourrez donc voter dimanche 22 et dimanche 29 mars prochain. Tout de suite, vous retrouvez la playlist de Prune et Electro Bamako à 20h. Merci Clarisse. Merci. Merci Julien. Merci. Et bonne soirée sur les ondes pruniennes et à bientôt. Débat avec les candidats des élections départementales de Loire-Atlantique jusqu'à 19h sur le 92 FM et sur le www.prune.net.